On retrouve Jean-Paul Chagnolot, président de l'IREMO, Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient, professeur émérite des universités, co-auteur de l'ouvrage L'invention tragique du Moyen-Orient aux éditions Autrement. Bonjour. Comment s'explique l'annonce de cette décision du président maintenant? Je crois que c'était une décision qui était en gestation depuis maintenant plusieurs mois, qui était très préparée et qui devait en fait se concrétiser dans la conférence de New York qui était prévue il y a 3 semaines et qui a été reportée en raison de la guerre entre Israël et l'Iran. Et donc cette conférence aura lieu en septembre et il y a une pré-conférence au niveau ministériel qui aura lieu dans quelques jours où notre ministre des Affaires étrangères sera. Et donc le président Macron a repris le fil de sa feuille de route, c'est-à-dire en fait reconnaître l'État de Palestine avant ce processus diplomatique qu'il veut lancer, donc avant cette conférence. Ça, c'est la première raison, mais il y a une autre raison, évidemment, ça a été évoqué dans votre reportage, je crois, c'est l'idée que la situation est inacceptable. Israël utilise la famine comme arme de guerre, et la situation est celle que l'on connaît, c'est-à-dire absolument tragique. Il n'y a même pas de mots pour la définir. Et par conséquent, il est important qu'un État comme la France dise que le droit international existe et que par conséquent, il faut revenir aux politiques et sortir de cette situation absolument tragique dans laquelle Israël s'enfonce. Et quelles sont les conséquences pratiques dans l'immédiat pour un cessez-le-feu et puis après, pour l'annonce officielle en septembre? Je crois qu'il faut bien distinguer les choses. Évidemment, il faut se battre aussi pour obtenir un cessez-le-feu. La question de la reconnaissance est tout à fait sur un autre plan. La reconnaissance, ça veut dire on veut un processus politique, on veut que l'État d'Israël vive en sécurité, on veut que les Palestiniens aient leur droit à l'autodétermination et donc eux aussi leur État. Donc ça, c'est la perspective politique qui va être discutée dans ces différentes conférences que j'évoquais et pour finir à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York en septembre. Quant au cessez-le-feu, eh bien, c'est une autre affaire. Il faut qu'il ait lieu maintenant, mais il faut dire qu'Israël n'en veut pas et que les États-Unis non plus n'en veulent pas. Le Hamas est aussi sur une position dure et par conséquent, la situation va s'enliser. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière tout cela, il y a la volonté de Netanyahou de continuer à exercer cette pression terrible sur les Gazaouis au point qu'une grande partie sont en malnutrition très grave, et certains sont morts, les jeunes enfants sont morts. Et l'idée derrière, il faut que ça soit bien clair, c'est Netanyahou lui-même qui l'a dit et répété, c'est de chasser un maximum de Gazaouis de la bande de Gaza. Et il a cette formule très reprise par ses ministres qui consiste à dire il faut que les Gazaouis partent volontairement. Et cette formule, évidemment, elle cache quelque chose d'évident, c'est qu'on rend la vie à Gaza impossible dans les conditions que chacun connaît maintenant. Et dans ces conditions, évidemment, les Gazaouis voudront partir. En tout cas, un certain nombre voudront partir. Voilà l'objectif en réalité. Et ça, ce n'est pas une solution politique. C'est en fait une solution terrible du point de vue politique, parce qu'à un moment donné, évidemment, ça va créer encore d'autres violences. C'est s'enfoncer dans la violence sans aucune perspective réelle de règlement. On ne veut pas régler le problème, on veut écraser les Palestiniens. Donc la réaction du gouvernement israélien était attendue, Jean-Paul Chagnolot. Bien sûr, mais il ne faut pas oublier que ce gouvernement est un gouvernement tenu par des gens qui sont des extrémistes et qui n'ont comme capacité politique que la guerre. Et ils vont jusqu'à utiliser la famine comme arme de guerre. Évidemment, ils disent que ce n'est pas vrai, mais en plus, ils sont des menteurs. Donc c'est vraiment quelque chose de très grave. Ils entraînent Israël dans une impasse absolument dramatique. Et je rappelle quand même que la Cour pénale internationale a lancé en novembre de l'année dernière des mandats d'arrêt contre Netanyahou et son ministre des Affaires de la Défense à l'époque, qui était Yoav Gallant, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. C'est la Cour pénale internationale qui le dit, de même que la Cour internationale de justice, qui est l'autre juridiction importante au niveau international, a dit qu'il y avait des risques d'actes génocidaires. Donc voilà où on en est. Donc la position française, c'est de dire arrêtez cette folie meurtrière qui ne mène nulle part sinon à d'autres violences, et revenons aux politiques avec une feuille de route politique sur la base, j'insiste là-dessus, sur la base du droit international qui prévoit 2 États, Israël en sécurité, mais aussi la sécurité pour les Palestiniens. Et aujourd'hui, évidemment, s'il y a quelque chose qui manque complètement aux Palestiniens, c'est bien la sécurité, même pas celle de pouvoir manger comme ils le veulent.
Aucune solution politique prévue par le gouvernement israélien de Netanyahou. Tout cela, est-ce que ça ne s'est pas détérioré depuis l'assassinat de Yitzhak Rabin? En fait, vous avez raison, le seul moment où il y a eu une vraie négociation, où des hommes d'État israéliens, et Yitzhak Rabin en était un, a lancé un processus politique. Et c'est l'extrême droite israélienne, c'est un membre de cette extrême droite, aujourd'hui au pouvoir, qui a assassiné Yitzhak Rabin. C'est-à-dire des gens comme Smotrich ou Ben-Gvir sont dans ce courant extrémiste. Et effectivement, l'assassinat de Rabin a été d'une certaine manière l'assassinat du processus d'Oslo. C'était le 4 novembre 1995. Après, on a essayé de tenir, mais finalement, ça s'est écroulé. Et donc aujourd'hui, les Israéliens, Netanyahou, qu'on voit à l'image, ne veut en aucun cas d'un règlement politique, en aucun cas d'un État palestinien. Mais qu'est-ce qu'il veut? Et juste d'une phrase, il veut quoi? Il veut dominer les Palestiniens et en expulser une bonne partie d'autres. Ça veut dire qu'au fond, il est en train de créer à terme un État d'apartheid, car tous les Palestiniens qui seront sous la domination n'auront strictement aucun droit, alors qu'évidemment, et c'est légitime, les Israéliens auront tous les droits. Et donc, il emmène Israël dans un système qui est vraiment un système d'apartheid, alors qu'un règlement politique permet au contraire de sortir de cette impasse terrible et d'avoir un règlement où les droits des uns et des autres, des Palestiniens et des Israéliens, soient garantis et reconnus. Et le tout dans la perspective française, dans une architecture de sécurité régionale, c'est-à-dire avec l'intervention d'un certain nombre d'États et probablement à terme une possibilité de normalisation de pays comme l'Arabie Saoudite qui peut jouer un rôle majeur. Oui, mais justement, cette annonce du président français, est-ce qu'elle a été concertée avec d'autres pays européens? Est-ce que, notamment le Royaume-Uni, est-ce que la France a un plan d'action au niveau diplomatique, au niveau de la mise en place en œuvre de sanctions, par exemple? Alors, il y a deux choses différentes. Les sanctions, pour l'instant, il semblerait que la France ne s'y préoccupe pas, elle devrait le faire, mais pour l'instant, c'est sans doute à l'étude, mais pas mise en œuvre. Et quelles sanctions? Mais par contre, en ce qui concerne la feuille de route, vous avez raison, cette reconnaissance, en fait, elle s'inscrit dans une perspective plus large. C'est l'idée, en réalité, de faire en sorte qu'on puisse normaliser à terme. On parle d'une période d'un an ou de 2 ans, une période dans laquelle les différents États arabes qui n'ont pas encore normalisé avec l'État d'Israël le feraient, de telle façon qu'Israël puisse être intégré de manière pacifique dans la région, donc avec des garanties de sécurité pour tout le monde. Et donc, dans ce cadre-là, dans ce cadre régional de sécurité globale, eh bien, il y aurait un État de Palestine. Et pour la France, l'État de Palestine doit être un État démilitarisé. Alors, il y a tout un débat là-dessus, mais on ne va pas l'évoquer maintenant. En tout cas, voilà, donc ce n'est pas simplement une reconnaissance, un one-shot en quelque sorte, c'est bien l'idée qu'on inscrit cette reconnaissance dans un cadre politique plus global, régional, et ça me paraît une très bonne piste qui sera évidemment extrêmement difficile parce que les Israéliens vont être vent debout contre cette idée et ils sont soutenus de manière aveugle par les Américains, c'est-à-dire en fait par Donald Trump. Je sais par exemple que les Américains au plus haut niveau sont soutien de l'expulsion possible de dizaines, voire de centaines de milliers de Gazaouis. Voilà où on en est aujourd'hui en termes de relations internationales, d'où l'importance de la position française. Oui, d'ailleurs, Donald Trump avait évoqué ouvertement son projet de nouvelle Riviera. En pratique, vous disiez il faut que le Hamas soit démilitarisé, mais il faut aussi que le gouvernement israélien suprémaciste d'extrême droite soit renversé. On en est loin. Non, bien sûr. En plus, il faut savoir qu'aujourd'hui, en Israël, la Knesset va cesser ses activités pendant quelques semaines, qu'il y a aussi des vacances judiciaires. Autrement dit, on entre dans une phase où le pouvoir exécutif de Netanyahou n'a plus aucun contrôle. Avec la Knesset, il risquait d'y avoir des débats qui pouvaient conduire à son renversement, non pas à propos de Gaza, bien entendu, mais pour d'autres raisons intérieures. Donc, il a devant lui plusieurs mois, en tout cas 2 mois devant lui, pour pouvoir agir à sa guise, avec, je le répète, le soutien américain. Donc ce qu'il faut craindre dans les prochaines semaines, c'est que cette politique dans laquelle il y a d'un côté une destruction totale de la société et des infrastructures et des villes, la ville de Rafah, la ville de Khan Younes, ces 2 villes ont disparu, elles ont été complètement rasées par bulldozer, c'est-à-dire une volonté politique. Donc ça, c'est la destruction, le premier volet. Et le second, c'est rendre la vie tellement invivable, impossible par l'instrumentalisation de l'aide alimentaire, avec les résultats que l'on sait, c'est-à-dire la famine,
la famine est une arme entre les mains du gouvernement israélien. Et l'idée, ça va être ensuite de regrouper. C'est déjà mis en œuvre, ça a commencé du côté de ce qui était Rafah. Des centaines de milliers de Palestiniens vont être là dans des conditions qui ressemblent à des camps de concentration, au sens d'une concentration de population qui n'a pas le droit de sortir de cette enclave, sinon ils sont tués, et à ce moment-là, ils ne pourront sortir que s'ils acceptent de partir. Et donc l'idée, c'est effectivement, avec ce mot, cette espèce d'euphémisme, ils partiront volontairement. Ils partiront volontairement parce que les conditions qu'on voit à l'image, c'est très, très bien, eh bien, elles sont tellement impossibles qu'ils accepteraient de partir. Et encore un mot là-dessus, ce sont des gens qui sont très attachés à leur terre, mais aujourd'hui, ils sont dans un état de désespérance tel que, évidemment, l'urgence aujourd'hui, c'est de vivre. Et de vivre, si on ne peut pas vivre à Gaza, beaucoup vont penser qu'ils pourront vivre ailleurs. Et c'est ça la stratégie du gouvernement israélien, qui le revendique très clairement. Oui. Et rapidement, quelles vont être les suites immédiates des pays arabes ? Vous parliez de l'Arabie saoudite, mais suite à cette annonce. Bien, écoutez, je pense que la suite, c'est à travers les 2 conférences que j'ai évoquées, la prochaine qui aura lieu au niveau des ministres, et puis surtout celle de septembre, où en principe, il devrait y avoir le chef d'État saoudien, Mohamed Ben Salman, et puis Macron, et d'autres chefs d'État. Donc la suite, c'est un cadre politique avec une feuille de route qui devrait être justement endossée, non pas simplement par la France, mais pas simplement par l'Arabie saoudite, mais par plusieurs États au niveau international, par la communauté internationale. Autrement dit, la France est en train de monter un processus, une possibilité, une ouverture politique qui est aujourd'hui la seule possible et qui permettrait enfin d'avoir une perspective qui permettrait de régler la question Israël-Palestine sur le fond. Et malheureusement, il va y avoir énormément de difficultés et d'obstacles parce que par rapport à ce que je disais, les Israéliens, les Américains vont sans doute mettre beaucoup d'obstacles à cette initiative qui me paraît pourtant absolument nécessaire et tout à fait pertinente. Merci beaucoup Jean-Paul Chagnolot pour votre analyse et merci d'avoir été avec nous sur France 24. Merci à vous.